Voulez-vous qu'on reparte la web-diffusion ou vous avez quelque chose à me dire avant? Non, on va voir le témoignage. Là. Parfait. Donc, web-diffusion. M. Morneau s'en vient? Merci. Sensiblement, M. Comme ça, on va essayer de naviguer dans le respect des privilèges. Je comprends que ma consoeur réitéré que son objection était préventive, compte tenu de la façon dont le témoin répond, là, de sorte que on va s'assurer de peut-être davantage encadrer les réponses. Et s'il y a des possibilités, ben, on fera peut-être un débat demain matin si ça demeure nécessaire. Si ça demeure nécessaire. Oui. Mais on devrait être bon pour éviter ça. Désolé pour l'inconvénient, M. Morneau. Je peux vous rassurer, c'est pire dans un procès. J'ai déjà vu les témoins sortir plus souvent que ça. Là. Oui. Oui, tout à fait. Donc sous le même serment? Oui, sous le même serment. Donc, M. Morneau, on va revenir à ce qu'on disait. Donc, je vous demandais les raisons, peut-être plus d'un point de vue, dans votre réponse, nous expliquer davantage d'un point de vue de la SAC en tant que président du conseil d'administration, mais nous expliquer les motifs qui vous ont poussé à faire cette demande-là auprès du gouvernement. Comme je vous le dis, je disais, je ne sais pas si je peux en parler. La société a discuté avec le Trésor sur les règles applicables pour la gestion de ce projet-là. Et lors de la discussion, ils ont eu l'occasion d'échanger avec eux sur le modèle de gouvernance qui était en vigueur à la Société d'assurance automobile du Québec pour la gestion d'un projet des TI. Alors, on leur a expliqué tout l'encadrement qui était soumis, qui était géré par la Société, une programmation annuelle détaillée où l'on trouve l'ensemble des investissements par projet, les coûts, le nombre de jours prévus, les échéances prévues, de même que tous les achats et les acquisitions normalement prévues dans l'année pour du matériel, des logiciels ou même des outils informatiques pour supporter la gestion du projet. Alors, après discussion avec les gens du Trésor et après que le dirigeant principal de l'information, ils se sont montrés très ouverts à reconnaître que c'était au moins équivalent à ce qui était prévu de par la loi. Dans cette perspective-là, ils nous ont invités à soumettre une demande pour qu'on puisse, parce que le Trésor avait l'autorité pour suspendre cette partie de la loi-là et la confier à l'administration de la Société d'assurance automobile du Québec. Bien sûr, il y avait toujours des obligations de rendre compte annuellement dans un plan d'investissement global des TI pour chacune des années où on avait toute l'information, la même que celle que le Conseil avait sur la gestion des TI à l'intérieur. Et on mettait aussi des rapports de suivi trimestriel sur l'état d'avancement du projet ou des acquisitions. Alors, fort de cette discussion-là, de cette ouverture de la part du Trésor, ça nous aidait à mieux gérer les délais et la planification des travaux. Alors, fort de cette discussion-là, on a convenu à la demande du Trésor de formuler une demande pour se soustraire à certains articles de la loi pour la remplacer par celle en vigueur au sein de la Société d'assurance automobile du Québec. Par les propres mécanismes que la Société avait mis en place. Mais la reddition de compte se faisait toujours au Trésor annuellement avec la planification annuelle et le bilan de l'année passée. Mais ce que je dois comprendre, qu'il y avait quand même, on allégeait un peu la reddition de compte parce qu'on avait à l'interne, on avait mis des mécanismes en place. C'est ce que je dois comprendre. On allégeait, c'est-à-dire qu'on, normalement, en vertu de cette loi-là et de ce qui s'appliquait, on aurait dû demander l'autorisation au Trésor sur à peu près quoi qu'on veuille acheter, logiciel, programme, outils.
Et à partir du moment où ils ont vu que la gouvernance était déjà prise en charge de manière assez impeccable par la société, ils ont convenu de dire, bien, on va respecter les mécanismes traditionnels que vous avez au sein de votre société, à savoir qui peut autoriser un contrat, l'achat d'un bien ou d'un équipement ou d'un outil quelconque de matière informatique. Donc, on revenait business as usual là, au niveau de la SAC. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi on a fait un conseil d'administration téléphonique? Vous avez expliqué qu'il y avait peut-être une question de délai parce qu'il y avait un autre conseil d'administration qui arrivait dans les prochains jours. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi on a fait ça téléphoniquement? De règle générale, quand on fait ce genre de conseil téléphonique-là, c'est juste, comme je vous le dis, c'est parce que on doit prendre une décision officielle qui est transmise au Trésor. Et le Trésor, la semaine suivante, normalement, soumet le cas au Conseil du Trésor pour décision. Ainsi de suite, ou au Conseil des ministres, dans ce cas-là, je ne me rappelle plus. Alors, il y avait comme une urgence de procéder, là, d'avoir une recommandation, une décision de la direction et du Conseil d'administration sur cette demande-là. Ça a été fait, ça a duré 10-15 minutes et ça a été réglé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que cette résolution-là a ultimement mené à un décret du Conseil des ministres? Oui. Le décret du 5 mars? Oui, je crois, oui, 245. Là. Oui, 245-2014. On peut peut-être, pour M. le commissaire, Mme Greffière, pour les fins là, de nos audiences, le déposer en preuve. Je crois qu'on est rendu à 16P29. Exactement. Donc, je peux, Mme l'assistante Greffière, si vous pouviez l'afficher à l'écran. On voit ici... Alors, vous le nommez là, pour fin d'enregistrement, CP29, décret de quelle date? Du 5 mars 2014. C'est le décret numéro 245-2014. Parfait. Vous en avez parlé un peu, mais je vous réfère, j'ai demandé à l'assistante greffière de le souligner. Là, on parle de mécanismes de gouvernance mis en place par la société qui répondent aux objectifs visés par cette loi. Quel type de mécanisme? Est-ce que c'est les mécanismes déjà en place à la SAQ ou vous avez mis des mécanismes supplémentaires en prévision? Quand on a démarré le projet, on a revu nos mécanismes de gouvernance et on les a adaptés à l'ampleur du défi qui s'annonçait et de la gestion qui était requise. Alors, à partir de ce moment-là, on a convenu qu'une fois par année, il y aurait une programmation annuelle du plan informatique, de toutes les dépenses informatiques, une fois par année, où on décrirait, comme je vous l'ai dit tantôt, là, les projets à réaliser au cours de l'année, l'estimation du nombre de jours que c'est prévu et les coûts et les échéanciers. De même, du côté des acquisitions, on décrivait les biens, les équipements et les outils qu'on comptait acquérir pour être capable de supporter une gestion efficace du projet. Alors, une fois que cette programmation-là était approuvée, à tous les 3 mois, il y avait un suivi régulier de la part du comité du conseil et du conseil sur l'actualisation de ce plan d'action-là. Où on en est, quels sont les résultats, quels sont les problèmes, quels sont les... Donc, on avait un détail assez sophistiqué sur où les jours allaient, l'impact sur les échéanciers, les coûts et, bien sûr, les achats, les équipements, le matériel pour supporter ça. Puis toute cette information-là, est-ce qu'elle montait au conseil d'administration? Oui. Tout le temps. Est-ce qu'elle passait par le comité des Oui, toujours. Le toujours? comité analysait ça. Il y avait des discussions avec les officiers de la SAC. Et quand c'était clair, on avait compris, il n'y a plus de questions, le comité amenait ça au conseil, puis il expliquait au conseil qu'est-ce qui s'était passé dans les 3 derniers mois, puis les faits à surveiller, les faits plus étranges ou moins étranges. Et à partir de ce moment-là, il y avait une discussion des fois au conseil. Mais 9 fois sur 10, les gens se ralliaient assez rapidement là, aux conclusions ou aux recommandations du comité. Puis la fois sur 10, c'était de quel genre d'enjeu qui était soulevé au conseil d'administration? Ben, c'était tous des enjeux de compréhension. Quels sont les... Pas sûr qu'on comprenait bien là, toute cette livraison-là. C'est l'importance de telle affaire, de telle autre ou telle autre. Alors, à ce moment-là, ils posaient des questions. Et des fois, comme je vous dis, il fallait trouver la réponse avant d'approuver le projet. Donc, ça arrivait qu'on retournait le dossier au comité pour qu'il puisse approfondir, pour être capable de répondre aux membres du conseil qui avaient certaines interrogations là, sur le pourquoi et le comment de certaines démarches. Est-ce que vous êtes au courant, soit avec des discussions avec Mme Tremblay ou en tant que président du conseil d'administration, les démarches là, que vous avez expliquées sommairement, là, en étant prudent par rapport aux privilèges, est-ce que ces démarches avaient été entamées plusieurs semaines à l'avance ou ça a été fait très rapidement?
J'imagine que c'était un projet qui était suivi de près au gouvernement. Je savais qu'on avait des démarches auprès du secrétaire du Conseil du Trésor pour être davantage capable de les sensibiliser à l'importance du projet, son ampleur et la nécessité d'avoir la capacité de planifier correctement chacune des étapes. Donc, des fois, on trouvait que si on pouvait avoir certains allègements sur l'autorisation d'acheter, je ne sais pas moi, un logiciel de gestion de données ou un logiciel de contrôle des feuilles de temps, par exemple, des trucs de même, ben, on trouvait que ça aurait été assez ardu d'aller voir à chacune des fois, à aller au Conseil du Trésor pour avoir une permission d'acquisition. Alors, c'est ça qui a été discuté, c'était ça un peu l'enjeu de ça, en disant, écoutez, on a un mécanisme de gouvernance au sein de la société qui est assez étanche et qui est rigoureux et qu'on est prêt à rendre des comptes anytime sur chacune des facettes là, de la planification, des rapports de gestion, mais on le fera plutôt a posteriori qu'a priori si ça vous choque pas. Alors, le directeur principal de l'information nous a dit que lui, il était très à l'aise avec ça, puis qu'il considérait que les mécanismes de gouvernance mis en place par la société étaient équivalents, sinon meilleurs que ceux... C'était qui le DPI à ce moment-là? Pardon? C'était qui le DPI à ce moment-là, le directeur principal d'information? Je ne me rappelle plus beaucoup de son nom après 11 ans. Là. Il y en a eu 3-4, là, mais... Vous avez eu des discussions avec? Pas moi. Les gens de la société. Oui. Okay. Les gens de la société. Comme on le dit dans le compte rendu du conseil d'administration, qu'après discussion avec le DPI et le secrétaire du conseil. OK. Est-ce que vous rappelez la clause sur le partage de risques qui était prévue, qui avait été discutée? Pas vraiment, non. Particulièrement dans le contrat avec les fournisseurs? Oui. Je sais qu'il y en avait une clause où on se disait, ben on va essayer de gérer, faire en sorte qu'on soit toujours capable de prendre les décisions les plus appropriées, puis tenir compte de l'impact de ces décisions-là sur le fournisseur, sur la machine, sur les échéanciers et sur les délais. Mais quels étaient ce mécanisme-là, précis, détaillé, prévu au contrat, je ne me rappelle plus vraiment de... Mais je sais qu'il y avait quelque chose là-dessus. Je voudrais revenir sur hier, vous avez parlé, là, on a discuté un peu de cet élément-là, le fait qu'il y avait de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'il y avait des discussions entre les TI, les clients, là, donc les utilisateurs, puis les fournisseurs. Est-ce que vous rappelez le contexte de ces discussions-là, puis de l'arbitrage qui devait y avoir lieu? Ben, c'est un contexte normal de déploiement ou de développement d'un système majeur. À toutes les fois qu'on développe un système, ça prend nécessairement ce trio-là qui travaille ensemble pour mieux convenir du besoin, s'assurer qu'il ait bien compris, que le fournisseur a bien compris également, puis qu'il considère que c'est encore ce qui était prévu au contrat. Et à partir de là, ben là, il enclenche les travaux de développement prévus. Alors, ces mécanismes-là sont usuels, courants et familiers avec tout développeur ou tout organisme qui fait du développement informatique. Et vous avez été témoin de ces... Non, c'était pas sérieux. Non, je veux dire, on vous a fait rapport, on vous a fait état dans les différents... On fait rapport à toutes les fois que, comme je vous dis, qu'il y avait des dépassements ou qu'il y avait des modifications qui étaient approuvées. Quand on voyait le bilan annuel, le bilan trimestriel, il y en était question. On a autorisé X dépassements ou X modifications avec tel impact parce que c'était nécessaire pour réaliser ce projet-là, puis c'était pas si formellement prévu que ça au contrat. Bon, bravo. À partir de là, il tombait dans la boîte de gestion des coûts des échéanciers, faite par le fournisseur puis de chez nous, pour s'assurer qu'on reconnaissait qu'il y avait eu une modification qui avait été autorisée à la demande du fournisseur parce que non correctement ou non explicitement mentionné dans le contrat. Donc, à partir de là, ce comité-là gérait les dérogations ou les demandes de modification et essayait de regagner du temps perdu dans les prochaines livraisons ou des choses comme ça. Mais est-ce que vous parlez des addendas à l'appel d'offres? C'est pas nécessairement des addendas à ce stade-là. Là. C'est juste qu'on reconnaît que pour poursuivre dans le développement de cette livraison-là, il y a eu une modification qu'on a été obligé de faire pour être en mesure d'assurer que la finalité du système fonctionne. À partir de là, ben, on prend note que cette modification-là a été autorisée, elle avait tel impact. À partir de là,
quand on gère les prochaines étapes qu'on planifie, on essaie de récupérer le temps. C'est juste au terme d'un certain nombre de tentatives de récupération, là, où là, peut-être que le fournisseur pourrait invoquer qu'il serait souhaitable de faire une modification au contrat parce que l'ampleur des jours ou l'ampleur de l'impossibilité de récupérer ou je ne sais pas quoi pourrait justifier ce genre de choses-là. Puis à ce moment-là, ben, on en discuterait le cas échéant. Je pose ces questions-là parce que j'essaie de comprendre ma compréhension du dossier. Puis j'ai vérifié hier, les soumissions initiales des alliances ne sont pas encore faites quand vous partez en janvier 2016. Donc, j'essaie de voir dans quel contexte ces discussions-là tripartites ont pu avoir lieu, si ce n'est pas dans les addendas, puis ce n'est pas dans l'exécution du contrat, parce que les soumissions initiales ne sont pas encore rentrées. Est-ce que vous vous souvenez dans quel contexte ça peut être fait? Dans le seul contexte que je peux imaginer, c'est quand on est en phase préparatoire du démarrage ou de l'obtention ou de l'octroi d'un contrat, on veut s'assurer que le cahier de charge est le plus clair et le plus précis possible. De faire en sorte que le fournisseur ait des coups des franches pour être capable de soumissionner en ayant une pleine connaissance là, des travaux à faire. Alors, il y a des échanges assez réguliers à ce moment-là, mais quand à un moment donné, on dit, bon là, je pense qu'on a fait le tour, on ferme l'appel d'offres et on s'en va en soumission publique pour requérir les services d'un fournisseur capable de répondre à ce besoin-là. Parce que tout le monde a eu la chance de, je vais dire, pas de questionner, mais je dirais, bien comprendre c'était quoi l'objectif de ce projet ou du projet ou de la livraison. Est-ce que les auditeurs internes suivaient le projet? Oui. Quel était leur rôle par rapport au CA? Ben, ils appliquaient leur grille de vérification là, généralement reconnue, là, puis ils posaient des questions aux gestionnaires des TI et aux clients, et je veux dire, pour être en mesure de se faire une idée sur l'évolution globale du projet, les risques, s'il y en avait, qui étaient identifiés à ce stade-là, et ainsi de suite. Mais en règle générale, là, je dirais, ça nous en apprenait pas beaucoup, sauf peut-être la partie gestion des risques qui était plus du domaine du vérificateur interne. Puisque donc il n'y avait pas d'enjeu avec eux. Pas à notre connaissance, il n'en a jamais soulevé digne de ce nom. Il se disait tout simplement que c'était gros, c'était volumineux, ça nécessitait une gestion rigoureuse et serrée, puis il ne fallait pas glisser, j'allais dire, dans les suivis, puis dans les mécanismes de suivi prévus, puis bon, ce qu'on a fait régulièrement et constamment. Dernière petite question, là, pour clore un peu votre témoignage. Vous avez mentionné hier, vous avez été élu pour un mandat, pas élu, mais nommé pour un mandat de 5 ans, mais vous avez quitté à l'intérieur de 5 ans. Dans quel contexte avez-vous quitté? Souvent, quand le gouvernement change, on essaie de placer les gens qui sont plus familiers. Alors moi, j'ai fait mon mandat, puis quand est arrivé le nouveau gouvernement, j'ai fait une transition de près de 4-5 mois, si ma mémoire est fidèle. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement a décidé de nommer un nouveau président du Conseil, plus en harmonie, je dirais, avec ce qu'il croyait être les objectifs de la société et du ministre. Parfait. C'est comme ça, ça va terminer. Ben moi, ça m'interpelle. Je regarde, vous avez été nommé sous un gouvernement du Parti québécois, puis vous êtes quand même resté un bon 2 ans sous le gouvernement du Parti libéral. Là. Puis le troisième parti arrive juste en 2018. Peut-être juste préciser là, pourquoi on vous a... On ne me donne pas de raison. Quand on vous appelle pour vous dire on a procédé ou on va procéder à votre remplacement comme président du Conseil à la SAAC la semaine prochaine au Conseil des ministres. Qui vous appelle, les emplois supérieurs? Secrétaire aux emplois supérieurs. On ne vous donne pas raison. C'est terminé. Non. Donc, vous êtes nommé au bon boulevard du Prince. Alors, c'est ça. Le prince a décidé que... Le prince a décidé que c'était fini. Le cheval changeait. Bon. On ramasse ses affaires, on détruit ses documents, puis on s'en va. Oui, mais c'est ça au niveau des documents. Comment ça fonctionne quand vous êtes présidé un de vos CA, là, etc. Là, on vous donne... qui s'occupe de vous donner les documents? Puis est-ce que vous les gardez, ces documents-là? Comment ça fonctionne?
Bien, le secrétaire de la société vous prépare l'ordre du jour et les documents qui supportent les dossiers soumis à l'attention du Conseil. Que c'est sur papier, sur tablette? Sur papier, c'est sur tablette. Vous pouvez l'avoir un ou l'autre. Là. Les règles générales, moi, j'aimais bien le papier parce que ça permettait de prendre des notes facilement puis de signifier. Alors, la réunion se tient. À ce moment-là, la décision se prend. Et à partir de là, le secrétaire ou la secrétaire rédige le procès-verbal que je signe avec la présidente du conseil, le président de la société. Et les documents, nous, on les ramène, on les garde chez nous, parce que des fois, on peut y référer dans les années, dans la réunion suivante. Mais il y a une règle d'or, c'est que quand vous quittez ou quand vous cessez votre mandat, ces documents-là doivent être détruits. Donc, au bout de 2 ans et demi... ça peut être au bout d'une année ou de 2 ans, c'est à votre choix, mais vous devez vous engager qu'à la fin de votre mandat... Vous ramenez les documents. Vous n'avez plus de document là, qui est disponible. Si moi, je vous demandais un document, vous me dites, moi... J'ai aucun document. Je suis le commissaire, j'en ai aucun. J'en ai aucun. C'est pour ça que quand je vous dis que j'ai été convoqué, vous faisiez référence à cette décision du 14 janvier et février. J'ai dit, c'est quoi? Parce que j'en ai aucune espèce d'idée. Je ne suis pas pour appeler à la SAC pour avoir une copie de ça, parce que c'est pas du monde que je me rappelle et qui sont là, c'est des nouveaux. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Parfait. Juste avant que j'oublie, on va produire le dit procès-verbal du 14 février 2014. Donc, procès-verbal du conseil d'administration tenu par voie téléphonique le 14 février 2014, comme pièce 16 P30. Hier, moi, je ne l'ai jamais vu à l'écran. Est-ce qu'on s'est arrangé que la signature soit bichée? Là? Je vais quand même le voir. Ça a été fait, ça. Quand même, pour le bénéfice, là, je pense que le public ne l'a pas vu. Là. Ça n'a jamais été montré à l'écran. Évidemment, pour le bénéfice du public, ça sera déposé sur notre site Internet comme toutes les pièces. Donc, on peut peut-être descendre tranquillement. Donc, on voit ici une conférence téléphonique, les gens présents. Donc, M. Morneau qui est président. M. Morneau, à la fin, on va voir, on a biffé votre signature. On a gardé votre signature. Mais j'imagine que vous allez... Dans cette version-là, je l'ai. C'est la bonne. C'est parfait. Parfait. Donc, on voit juste... moi, j'aimerais le voir là, plus longtemps. Là. Quand même une pièce là, que je vais me servir. Une question supplémentaire. On voit que, si vous en souvenez, là, ça fait un certain temps, mais qu'il y a un invité, M. Carl Malenfant, est présent. Est-ce qu'il va faire une présentation? Oui. Il explique un peu la nature des discussions qu'ils ont eues avec le Trésor, les objectifs poursuivis, la nature des échanges et la compréhension que le Trésor a émis à ce moment-là, qui est à la base de la proposition qui nous est faite par la direction. Parfait. Donc, vous savez qu'à Rome, ça se fait par voie téléphonique. C'est assez spécifique, c'est ciblé là, comme réunion. Là, exact. Un sujet. Il y a un sujet, c'est l'obtention d'allègement à la loi sur la gouvernance de la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Donc, et le vice-président aux technologies de l'information se joint aux membres du conseil pour la totalité de la séance. Donc, c'était son show, c'était son pitch. C'était son dossier. Son dossier. Exact. Donc, lui, il expliquait en quoi il y avait besoin d'allègement, c'est tout ça? Il expliquait quels étaient les objectifs que poursuivait la société en discutant avec le Conseil du Trésor. D'une part, pour leur permettre de comprendre les mécanismes de gouvernance en place chez nous, et d'autre part, que s'il était possible d'avoir certains allègements a priori, quitte à avoir une réduction de compte a posteriori à la demande du Conseil du Trésor. C'était ça l'objectif qui était poursuivi à ma connaissance dans ce document-là. Et là, il dépose des procès-verbaux, une note portant sur l'obtention des allègements, la loi sur la gouvernance. La présidente chef de la direction, c'est Mme Tremblay. Donc, elle se joint à M. Malenfant pour expliquer pourquoi on a besoin de ces allègements-là. Tout à fait. Mme Tremblay assistait toujours au conseil, elle était membre du conseil. Tout à fait. Alors, il répond aux questions des membres. Je sais bien que ça fait 11 ans, là, mais avez-vous des souvenirs? Qu'est-ce que les membres ont posé comme question? Très peu de questions, parce que c'était clair, c'était assez simple dans le sens qu'on nous disait, on demande de continuer à appliquer les mêmes modus operandi de gestion, le même mode de gouvernance que vous appliquez déjà. Et on dit, on n'a pas de problème avec ça. Puis les allègements, si jamais on peut en avoir, on est d'accord aussi. Puis une réduction de compte appropriée, anytime. Parfait. C'est beau? On peut peut-être descendre un peu, juste pour...
Peut-être une dernière question. Madame l'assistante greffière, si vous pouviez descendre, oui. Parce qu'on voit ça que c'est assez expéditif, ça a duré une quinzaine de minutes. Exact, c'est très... Comme je vous dis, quand je faisais un conseil d'administration par voie téléphonique, c'est parce qu'il y avait un sujet qui n'était pas problématique, qu'on avait déjà discuté, pour lequel ça prenait quand même une décision finale du conseil. Madame l'assistante greffière, si vous pouviez descendre le document, s'il vous plaît. J'ai une dernière question de curiosité comme ça, parce que ça, on est le 14 février, puis la prochaine séance est le 27 février. Oui. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi on ne pouvait pas attendre 13 jours? Il faut d'abord que ça soit soumis au Conseil du Trésor. Puis une fois soumis au Conseil du Trésor, lui fait une recommandation au Conseil des ministres. C'est venu, je pense, en mars, début Le mars. 5 mars 2014. Bon, Hein? c'était le seul délai qui était possible, parce que l'avoir transmis le 24, ça a arrêté au début mars au Conseil du Trésor, puis ils ont arrêté trop tard pour l'inscrire au Conseil exécutif là, pour le... Pourquoi trop tard? Ben, ça dit que ça reste... Ben, comment je pourrais dire? Il y a bien des décisions qui sont requises pour la planification annuelle, de savoir quand est-ce que je vais pouvoir acquérir certaines ressources ou certains biens ou certains matériels. Si je sais pas, si j'ai 6 mois, 9 mois de délai avant d'avoir l'autorisation, ça change la planification prévue dans l'année. On parle de 2 semaines. Quand on parle de 2 semaines, on ne parle pas de 6 mois. Oui, c'est parce que quand vous produisez votre document pour l'année, mettons, là, pour la planification annuelle, il faut que vous arrêtiez ce que vous avez à faire, puis avoir le contrôle de ce que vous voulez faire. Puis à partir de là, bien, si vous n'avez pas la certitude d'avoir l'acquisition ou d'avoir l'autorisation pour l'acquisition d'une ressource, d'un outil, d'un matériel, nécessairement, vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le retarde, je le glisse, je le reporte, quoi? Alors, nous, on trouvait, c'était pas des discussions prises à la dernière minute, là, ça faisait un bon bout de temps qu'on discutait avec le Trésor sur ces questions-là, de manière à faire en sorte qu'on ait une gestion plus en contrôle du projet et des échéances, du coût et des enveloppes. Quand je vous ai parlé hier, vous vous rappelez, je vous disais, il y a eu une époque où, pour avoir un PC, ça prenait une demande au Conseil du Trésor avec à peu près 10 pages de justification. Il fallait attendre que ce soit soumis pour décision au Conseil du Trésor. Ça pouvait prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne le savait pas. Alors, à partir du moment où on n'est pas capable de planifier vraiment ce qui arrive, c'est plus difficile, beaucoup plus pénible. Alors, c'est pour ça que nous, on souhaitait conclure ce dossier-là le plus rapidement possible. Est-ce que le fait, à votre souvenir toujours, est-ce que le fait que les élections générales sont déclenchées le 5 mars a pesé dans la balance? Aucunement. Ça n'a aucun impact sur le plan. Non, je veux dire au niveau des délais, parce que si ça ça passe pas le 5 mars, on s'en va après les élections. Il n'y a pas de Conseil des ministres, ça va après les élections. Ben, c'est sûr. Ça aurait pu jouer à un moment donné, mais je vous dirais qu'on avait, depuis le début des discussions avec le Trésor, l'idée de conclure ce genre d'entente-là le plus rapidement possible pour faciliter la gestion du projet. On trouvait que c'était un enjeu assez majeur. Donc, on poussait pour avoir une décision ou avoir au moins une indication de la part du Conseil du Trésor sur la recevabilité d'une demande comme celle-là. Si nous avait dit jamais, over an audit body, vous aurez ce genre d'assouplissement-là, bien à ce moment-là, on aurait dû revoir nos règles de gouvernance puis se mettre des marges pour être capable de dire délai d'autorisation ou d'acceptation obtenu par le Conseil du Trésor. On rajoute 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois à chacun des places où on a prévu d'acheter, de faire quelque chose, ainsi de suite. Tandis que là, comme c'est là, ben, on avait permis à la Commission de faire une planification, à la société, de faire une planification parce qu'elle était en contrôle. C'est elle qui était le donneur d'ordre. C'est elle qui pourvoyait l'achat, qui commandait l'achat, qui payait, puis qui rendait des comptes après. Donc, tu sais, ça devient beaucoup plus, pas plus facile, mais disons, plus sécurisant d'être capable de contrôler tous les aspects d'une planification. Merci. Parfait. Vous allez rester à la disposition des partis, des procureurs des partis qui vont me soumettre s'ils ont des questions à vous poser. Est-ce que Maître Laprise, qui représente la SAC, vous avez des questions pour le témoin? C'est Maître Gagnon qui va avoir des questions pour le témoin. Parfait. On va vous entendre, Maître Gagnon.
Bonjour, M. Morneau. Bonjour. J'ai quelques questions. Question de trouver un peu la chronologie de certains éléments. Là, je comprends qu'on fait appel à votre mémoire. Ça fait plus de 10 ans que les événements se sont passés. Puis j'ai compris également de la réponse que vous venez de donner à M. le commissaire que vous n'avez pas consulté de documentation aucune avant votre témoignage d'aujourd'hui, sauf le procès-verbal que je vous ai remis hier. Parfait. Donc, vous arrivez en poste en mai 2013, c'est exact? Je crois, oui. Qui était votre prédécesseur? C'était Mme Tarville, je pense. Marianne Tarwil, si Tarville, elle était là depuis un bon bout de temps, 7-8 ans, je pense. Là. Et quand je l'ai remplacée, ben, j'ai ramassé, comme je vous dis, les dossiers. On a essayé de se mettre à jour. Et à partir de là, ben, les travaux ont débuté. Parfait. Puis, qui était le vice-président VPTI, le vice-président des technologies de l'information, à votre souvenir? Je pense qu'il n'était pas vice-président, il était directeur des TI, mais je me rappelle. Michel Léveillé? Ça se peut. Il a été longtemps à la SAC. C'était un peu le père de toute la technologie en vigueur à la SAC à cette époque-là. Mais il prenait sa retraite là, parce qu'il était rendu. Il avait amené, comme je vous dis, le dossier à un niveau là, où on était en mesure d'évaluer l'ampleur et la complexité du projet. Et lui quittait. Je trouvais que le moment était opportun parce que on pouvait envisager le démarrage avec un vrai VP, là, je dirais, là, rompu à ce genre de projet majeur-là. Je comprends. Puis est-ce que c'est à votre connaissance que M. Léveillé et Mme Tarwil oui. avaient déjà entamé en 2013 là, des démarches à l'interne en relation avec les allègements dont on vient de parler? C'est pas ma connaissance. C'est pas votre connaissance. On n'avait pas mis au courant de ça. Parfait. Ça m'amène à M. Carl Malenfant. Oui. Vous avez parlé hier d'un processus rigoureux qui avait mené à sa nomination. Est-ce que vous vous souvenez d'une firme externe indépendante spécialisée dans le recrutement de cadres de haut niveau qui avait été mandatée à cette fin? Je ne pourrais pas le jurer parce que ma mémoire me joue des tours, mais ça ne me surprendrait pas qu'on ait eu recours compte tenu de l'importance stratégique de ce poste-là dans les années à venir et dans les priorités de la société pour les prochaines années. On voulait s'assurer d'avoir des candidatures de qualité et d'expérience. Je comprends. Si je vous suggère le nom de la firme Odgers, O-D-G-E-R-S, est-ce que ça... Ça me dit rien. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous vous souvenez également d'un rapport de référence qui aurait été produit à la fin du processus au soutien de la nomination de M. Malenfant, quelque part en juin 2013? La présidente? Oui. Je présume, oui, parce que quand elle a formulé sa recommandation, de mémoire, je pense qu'elle avait déposé un document qui faisait état des références et des analyses qui avaient été faites avant de conclure que la compatibilité avec la candidature de M. Malenfant. Je comprends. On a parlé du... Vous pouvez l'appeler, ce document-là? Je n'ai pas les documents. Là, je faisais l'exercice avec le témoin, mais je pourrais certainement... En fait, je crois que c'est déjà en la possession de la commission, mais, Okay, mais pour ça, je voulais juste savoir... Si vous le souhaitez, on peut prendre l'engagement de vous le transmettre. C'est déjà c'est des documents disponibles. Parfait. On verra. Alors, je fais mon pas de recul. Le rôle du comité de technologie de l'information, pourriez-vous me le résumer selon votre compréhension à l'époque, de 2013 à 2016, quand vous avez quitté? Un résumé quoi? Le rôle du comité des technologies de l'information. Le comité est là justement pour analyser tous les projets de développement, tous les dépenses informatiques et s'assurer qu'on a une planification détaillée, claire, on connaît les enjeux, on a évalué les risques et on a, je vais dire, un suivi régulier de l'évolution du projet. Alors, c'est l'essentiel du rôle du comité. Et à tous les 3 mois, il fait rapport au Conseil de l'évolution des dépenses en TI, des risques, comme je dis, tous les mêmes éléments, mais de manière succincte, à partir d'un document qui est produit souvent par les responsables des TI. Parfait, merci. Et à partir de là, il y a des échanges entre les membres du Conseil et les membres du comité sur certains aspects qui les préoccupent plus ou moins et qui les interpellent plus ou moins. Je comprends. Toujours en 2013 et 2016, là, lorsque vous étiez le président du conseil d'administration, le rôle et les fonctions du comité de vérification de la performance, selon votre compréhension. On a parlé de l'audit interne, là, donc vraiment le rôle spécifique de ce comité-là lorsque vous étiez en poste. Le comité du conseil, là? Le comité de performance et de vérification.
Donc, le comité de vérification, lui, appliquait les principes généraux de vérification, là, la sécurité, l'intégrité, le contrôle correct et approprié de toutes les dépenses, ainsi de suite. Là. Puis de la performance, mais aussi, on avait des objectifs de satisfaction à clientèle, on avait des objectifs, là, je dirais, de délai de traitement de certains dossiers, ainsi de suite. Alors, on faisait un suivi de ces indicateurs-là sur une base régulière, de manière à s'assurer qu'on restait en ligne avec les objectifs prévus au plan stratégique de l'organisation. Donc, c'était un peu, je pense, le suivi des indicateurs de production ou de productivité ou de succès de réalisation prévu au plan de gestion et plan annuel. Puis à partir de là, les vérifications d'usage en finance, en TI, et ainsi de suite. Très clair. Est-ce que vous vous souvenez qui était le directeur de ce comité-là à l'époque? La mémoire des nombres, des numéros de téléphone m'a quitté depuis de nombreuses années. Écoutez, pas de souci. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2015, le comité TI, Comité Technologie de l'Information, a été joint au comité de vérification et de performance pour former un comité conjoint pour assurer une meilleure vigie? Les deux travaillaient ensemble? Est-ce que vous vous souvenez de ça, qui a été Pas vraiment, fusionné? ça ne me surprendrait pas que ça arrive parce qu'effectivement, des fois, on voyait un rapport du comité des TI sur le projet. Et dans la même séance, il y avait un rapport du comité de vérification interne qui traitait à peu près des mêmes sujets. On s'est dit peut-être que vous pourriez vous voir, vous parler et faire en sorte qu'on n'ait pas deux fois la même affaire. Alors, peut-être que de mémoire, je ne me souviens pas d'avoir pris une décision formelle à cet effet-là, mais on l'a sûrement incité à le faire. Mais vous avez souvenir qu'il y avait une cohésion, un travail de collaboration entre ces deux comités? Oui, il y avait une très bonne collaboration entre les deux, les deux comités, puis entre les deux responsables de TI et de vérification. Je comprends. Je vous remercie beaucoup, M. Morneau. Ça m'a fait plaisir. Merci, Mme Cagnon. Procureur général? Non, merci. Non, merci. Pardon, pas de question pour le témoin. Alors, c'est moi qui vous remercie, M. Morneau. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, ce que vous pouvez emmener, bien évidemment, tous les témoins vont emmener quelque chose à la commission. Donc, merci de votre rapport. En tout cas, je vous réitère que moi, comme président du conseil à cette époque-là, je reste et j'étais convaincu qu'on avait fait ce qu'il fallait faire pour bien planifier ce projet-là et qu'on était en plein contrôle et qu'on avait... Il n'y a rien qui laissait présager la suite qu'on connaît présentement. C'est pour ça que je vous dis que je vous souhaite bonne chance dans vos travaux et j'espère que vous allez faire une lumière éclairante parce que je cherche à comprendre moi aussi ce qui a pu se passer parce que le monde qui était là n'était pas tous des imbéciles. Vous lirez mon rapport. Bien, merci. Bonne continuation. Merci. Peut-être suggère une très courte pause. On peut reprendre peut-être à 10h30. 10h22, tout de même prendre la pause du matin, là, entre deux témoins. Là, alors, On prend 10h45. Disons, appelez-moi quand vous êtes prête. OK, disons vers 10h45. Veuillez vous lever, nous prenons une pause.